Iris Farkondé, bonjour. Bonjour Elsa. Vous êtes franco-iranienne et attachée d'enseignement et de recherche à l'université Sorbonne Nouvelle. On va revenir dans un premier temps avec vous sur la mort du président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raïssi, surnommé le boucher de Téhéran. Il était coupable de nombreuses répressions et exactions en Iran depuis plusieurs années. Oui, alors Ebrahim Raïssi était surnommé le boucher de Téhéran. Il avait commencé sa carrière en tant que procureur adjoint de Téhéran en 1985. Et depuis le procès de Hamid Nouri, qui est également un responsable des exécutions de 1988, procès qui a eu lieu à Stockholm en juillet 2022 et qui a permis de condamner Hamid Nouri au nom de la compétence universelle à perpétuité, eh bien la responsabilité du président Ebrahim Raïssi dans ces exécutions de 1988 a été établie. Après cela, il a été membre de l'Assemblée des experts pendant 17 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Assemblée des experts ? C'est l'Assemblée qui a été renouvelée le 1er mars et qui est en charge, en fait, de nommer ou éventuellement de révoquer le guide suprême, qui est le véritable homme fort du régime. Il a été également le directeur du système judiciaire iranien entre 2019 et 2021, avant sa présidence. Donc il a joué un rôle majeur, non seulement dans les exécutions de 1988, mais également dans la mort de nombreux opposants iraniens. Et en fait, certains d'ailleurs le nommaient l'ayatollah des exécutions. Alors parmi les opposants dont il était responsable de l'exécution, Navid Afkari, qui était un champion de lutte, qui a été exécuté en septembre 2020 à Shiraz et qui avait 27 ans. Il a été en prison simplement pour avoir manifesté à Shiraz, et le fait qu'il ait été champion de lutte, champion international, n'a pas permis de le sauver, mais aussi Ruhollah Azam, pour citer un autre exemple, qui était un opposant iranien en exil, un journaliste, qui avait été emprisonné en Iran en 2011, puis qui avait fui l'Iran pour venir en France, mais qui avait été piégé, arrêté en Irak et exécuté en décembre 2020. Voilà un certain nombre d'exemples des exécutions dont Ebrahim Raïssi était effectivement responsable. Là, si on prend juste ce dernier mois en Iran, il y a eu plus de 100 exécutions. Vous écriviez dans une tribune pour Charlie Hebdo, cela fait un moment que les Iraniens qualifient leur régime de république exécutionnaire. Il n'y a pas le mot adapté en français, mais est-ce que pour vous, il y a un changement de paradigme à faire en France sur ce qu'est aujourd'hui la République islamique d'Iran ? Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que pendant un temps, les Iraniens ont pensé à une réforme possible. En 2009, on se souvient que les Iraniens sont allés dans les rues et ont voté. C'était le mouvement vert où le mot d'ordre était « Où est mon vote ?» Le changement de paradigme, il est que maintenant, les Iraniens veulent la fin de la République islamique. Ils l'ont dit haut et fort depuis le début de la révolution Femme-Vie-Liberté. Et vraiment maintenant, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne veulent pas de la République islamique. Et l'élection, si on peut parler d'élection, puisque déjà les candidatures au présidentiel sont écrémées par le guide et son entourage proche, en réalité par lui en personne, après, par le biais d'instances diverses, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, mais Ebrahim Raïssi donc, a été, entre guillemets, élu dès le premier tour en 2021, avec plus de 70%, dit-on, des voix, mais avec une participation qui était très faible. Alors, les chiffres officiels que donne le régime, c'est 48%, mais on sait qu'en fait, c'est beaucoup moins. Et pour donner l'exemple des élections de mars qui, en fait, permettaient le renouvellement du Parlement et de cette Assemblée des experts dont j'ai parlé, eh bien, on estime à 7% la participation à Téhéran et à 20% au niveau national. Donc, le changement de paradigme, il est que les Iraniens ne veulent plus de ce régime, ils le disent haut et fort, et là, ça va être très compliqué pour ce simulacre d'élection. On va voir ce que ça va donner. C'est prévu le 28 juin. Eh bien, ça va être très compliqué parce que la participation va être très probablement très faible en réalité. Il y a eu diverses réactions, notamment des institutions internationales. L'ONU, c'est le protocole qui a fait une minute de silence en mémoire de l'ancien président. Et l'Union européenne qui a fait un communiqué en exprimant, je cite, ses sincères condoléances. Comment vous réagissez à cela ? C'est très étrange. J'ai vu aussi que BFM avait parlé d'un pays en état de choc. C'est tellement loin de ce qui se passe en fait en Iran et ce qui se passe aussi dans la diaspora iranienne. Là, on a vu des explosions de joie. Quand je parle d'explosion, c'est presque au sens littéral, puisqu'à Sarez, au Kurdistan, la ville dont était originaire Gino Mahsa Amini, il y a eu des feux d'artifice, et Anne Rosinchet en parlait dans sa chronique dans C'est à vous hier soir, il me semble. Je crois que c'était hier soir. On a vu ces images de joie.
en tout cas, partout en Iran, et même devant les ambassades, à Londres, à Copenhague. C'est tellement loin de ce que vivent les Iraniens. Alors bon, effectivement, il y a un protocole diplomatique, mais c'est très compliqué, c'est très étrange, si vous voulez, ce moment que l'on vit, parce que l'on sait que cette minute de silence, ce communiqué, vont être brandis haut et fort par la République islamique qui va dire « nous sommes un partenaire et regardez, voyez comment la communauté internationale nous traite et nous considère comme un partenaire effectif ». Ça, c'est très dur pour les Iraniens. On va parler d'un autre sujet, parce que vous êtes combattante universaliste aussi pour les droits humains, pour les droits des femmes aussi en particulier. Vous aviez participé d'ailleurs à la Sorbonne Nouvelle, à une conférence sur les violences sexuelles commises sur les Israéliennes le 7 octobre, et aussi les violences subies par les Iraniennes. C'est cette conférence qui avait voulu, en tout cas que certains étudiants avaient voulu bloquer avec cette pancarte, on s'en souvient, sioniste hors de nos facs. Comment vous l'avez vécu ce moment? Est-ce que vous vous y attendiez? On rappelle que vous êtes prof au sein de cette université. Est-ce qu'il y avait une montée aussi de cet antisémitisme depuis quelques semaines, quelques mois? Alors, bon, moi, je suis dans un département d'études orientales et j'enseigne le sanskrit, donc voilà, je suis assez peu... disons que c'était pas moi la cible en réalité, hein, c'était très clair. Et ensuite sur les réseaux sociaux, alors la seule insulte, si j'ose dire, qui m'a été faite, c'est qu'on dit voilà que l'UEJF instrumentalise les Iraniennes. Alors je vous rassure tout de suite, j'étais très heureuse de participer à de répondre présente à cette invitation. Les Iraniens eux-mêmes disent leur volonté de normaliser leurs relations avec Israël et je ne pense pas les trahir lorsque je porte cette voix-là, bien au contraire. Donc non, moi personnellement, j'ai jamais été la cible. Par contre, c'est très dur de vivre cette séquence que l'on vit actuellement. Je me souviens en 2020, lorsque j'avais vu ce premier tweet de Ali Khamenei en français, je m'étais inquiétée. Je m'étais dit, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une caisse de résonance en France? Et à l'époque, on m'avait dit, ce sera dans les milieux soraliens, les proches de Dieudonné. Ça me semblait relativement marginal. Et de voir comme ça, en 4 ans, la situation se dégrader et voir finalement la France insoumise avoir des éléments de langage quand même très proches, parfois des communiqués de la République islamique, au point où on se demande si c'est parfois voilà, Google Translate qui traduit simplement les communiqués de l'agence officielle de presse iranienne. C'est très très dur quand on est réfugié d'origine iranienne en France, de vivre la séquence que l'on vit. Et la lutte contre l'antisémitisme, pour moi, ça ne date pas d'hier. J'étais, j'ai envie de dire, avec vous, mais en fait, on devrait être tous là. Ces derniers temps, en fait, ça m'est difficile parce que j'entends des personnes qui me disent merci. Et dans ce merci, ce que j'entends, c'est leur immense solitude. Et ça m'émeut parce que je voudrais qu'ils n'aient pas à me dire merci. Le fait qu'ils me disent merci, ça dit en fait ce que l'on vit actuellement et ça ne devrait pas être le cas. Vous voyez, en fait, ça devrait être la nation entière qui devrait être debout contre ce fléau. Et je nous en veux de ne pas avoir pu, après tout ce qui s'est passé, après Ilan Halimi, après Mireille Knoll, après Sarah Halimi, après Charlie Hebdo et l'hypercacher, après Ozara Torah, on en est là et ça s'accélère depuis le 7 octobre. C'est inadmissible en fait qu'un mouvement politique comme la France Insoumise soit incapable de dire que le Hamas est un mouvement terroriste. C'est inadmissible.